Le Carrefour de l'Afrique, un rendez-vous de décryptage et d'analyse des événements marquants du mois dans le continent. Experts, consultants et analystes décortiquent l'actualité dans le Carrefour de l'Afrique. Et c'est sur Ifriqiya FM. Madame, monsieur, bonjour. Content de vous retrouver pour ce nouveau numéro de Carrefour de l'Afrique, votre émission mensuelle sur Ifriqiya FM. Aujourd'hui, nous consacrerons ce numéro au Mali, l'occasion pour nous de faire un bilan des changements qui s'opèrent dans ce pays. Petit rappel, ce référendum du 18 juin, l'adoption d'une nouvelle constitution, une preuve de plus que le Mali est apte à organiser des élections présidentielles crédibles. Un scrutin prévu le 4 février 2024. Aujourd'hui, autant de défis attendent ce nouveau gouvernement de Choguel Maïga. Des défis politiques, économiques, mais aussi sécuritaires. Le Mali, ce pays sujet à des attaques terroristes, mène une guerre féroce contre ces groupes armés menaçant la sécurité du pays. Une lutte antiterroriste menée par l'armée malienne et qui marque des résultats significatifs. Nous reviendrons notamment sur le départ de la mission onusienne dite de paix, la MUNISMA. 10 ans de présence sur le sol malien, les observateurs qualifient cette mission d'échec total. Qu'en est-il réellement ? La question est désormais ouverte. Et pour répondre à cette question et à bien d'autres, nous avons le plaisir de recevoir sur ce plateau de Carrefour de l'Afrique Samir Haïdi, spécialiste des questions du Sahel, Mohamed Mustafa et Ayouba Diali, chroniqueurs à Ifriqiya FM. Nous aurons aussi avec nous en direct à partir de Bamako Ibrahim Soumaré, fils du fondateur de l'armée malienne et ex-conseiller de plusieurs présidents maliens, entre autres Ibrahim Boubacar Keïta et Amadou Toumani Touré. Et toujours à partir de Bamako, nous aurons notre correspondante permanente, Angèle Dombélé, avec nous. Elle nous livrera des détails sur la situation dans ce pays du Sahel. Donc, je le disais, nous avons avec nous sur ce plateau de Carrefour de l'Afrique, sur votre chaîne Ifriqiya FM, Samir Haïdi. Vous êtes spécialiste des questions du Sahel. Bonjour et merci d'avoir accepté mon invitation, Samir Haïdi. Bonjour et c'est toujours un plaisir d'être parmi vous. Ayouba Diali, chroniqueur à Ifriqiya FM. Bonjour Ayouba et merci d'avoir accepté mon invitation. Bonjour, merci d'être là. Je rappelle à nos chers auditeurs que vous êtes chroniqueur qui nous vient du Niger. Nous avons aussi notre chroniqueur du Tchad, Mohamed Mustafa. Bonjour Mustafa. Bonjour Abdelmalek, bonjour chers auditeurs. Bonjour à tous chers invités, bonjour aussi à nos chers auditeurs qui nous écoutent depuis l'Afrique. Alors j'aimerais qu'on commence avec cette situation avec le Mali. Je le disais, le Mali qui a enclenché un processus électoral, on le voit. Alors Samir Haïdi, vous qui êtes spécialiste des questions du Sahel, quel est le signal que renvoie le Mali aux pays africains par rapport à tous ces changements qui opèrent, je le disais, des élections qui se préparent, prévues le 4 février 2024, l'armée malienne qui reprend le contrôle sur plusieurs régions, donc côté sécurité. Donc quel est le signal que renvoie le Mali ? Écoutez, le signal est très clair, c'est qu'aujourd'hui le Mali est en train de poursuivre doucement mais sûrement sur la voie de la stabilité en préparant des élections présidentielles qui sont en fait la condition sine qua non pour l'instauration effectivement d'un gouvernement et d'une transition dans la douceur. Effectivement, il est très intéressant de souligner aussi que les derniers chiffres sont en faveur d'une stabilité aussi sécuritaire lorsqu'on voit aussi les dernières chiffres de la lutte antiterroriste avec les FAMA, donc l'acronyme des forces armées maliennes, tout à fait, qui sont en train, somme toute, d'enregistrer des résultats significatifs, très significatifs, et c'est aussi la condition pour organiser aussi d'autres scrutins. Le dernier scrutin qui est le référendum aussi 18 juin sur la nouvelle constitution. Pour la nouvelle constitution. Et sans succès. Tout à fait, parce que il est sans appel. C'est 97% des Maliens
qui ont voté pour effectivement pour la stabilité aussi, pour l'instauration d'une nouvelle constitution qui va déboucher 97% des Maliens ont voté oui pour la nouvelle constitution. Tout à fait, et qui va déboucher inéluctablement sur cette structure pour l'organisation d'élections présidentielles en février 2024, c'est-à-dire dans quelques mois, puisqu'on n'est plus qu'à quelques mois de la nouvelle année et aussi de ce scrutin-là. Et donc nous, en qualité d'observateurs, on voit que le Mali est en train d'avancer à pas sûrs vers une situation de stabilité, et c'est tout ce qu'on peut souhaiter à ce peuple frère. Ayouba Idi Ali, alors faut le dire, ce qui se passe au Mali, c'est quelque chose de grandiose. Alors, un commentaire sur la situation au Mali? Et effectivement, donc aujourd'hui, si nous regardons la situation du Mali, nous pourrons juste prendre le Mali comme un exemple d'un peuple conscient qui a pris conscience. Donc c'est l'éveil. C'est l'éveil, vraiment, elle a pris conscience des enjeux parce qu'aujourd'hui, si nous avons vu que le Mali a changé sa constitution et que cette constitution a été votée à grands pas, à grande échelle par les populations pour vraiment mettre en place une constitution qui se conforme aux réalités socio-culturelles du Mali et qui sera aussi une constitution à l'attente des Maliens. Donc aujourd'hui, le gouvernement du Mali s'est d'abord approprié son indépendance totale. Quand on parle d'indépendance, aujourd'hui, nous avons compris que le Mali a été rempli de militaires étrangers, notamment venant de l'ONU, notamment venant d'autres pays, notamment Barkhane, et ainsi de suite. Le Mali... En quelque sorte, le Mali retrouve sa souveraineté. Voilà, le Mali s'est lancé dans une politique de libération, où le Mali a réussi à se libérer de toutes ces entités qui sont là, des forces étrangères, qui sont là d'abord pour défendre leurs propres intérêts. Ensuite, aujourd'hui, il a parlé de sécurité. Le Mali est en train de gagner tout son territoire, l'intégrité territoriale qui a été vraiment dominée à un certain moment par des terroristes dont on ne sait même pas qui les finance, d'où il vient, d'où il sort. Le Mali s'est approprié cette indépendance. Aujourd'hui, nous marchons vers des élections présidentielles dont tous les moyens ont été mis en place pour que ces élections se déroulent dans les meilleures conditions. Mohamed Mustafa, selon vous? À mon humble avis, justement, aujourd'hui, le Mali, il est dans une piste vraiment sûre, justement, parce que déjà, quand on voit, c'est-à-dire la réussite déjà des référendums passés avec 97%, cela explique que déjà les Maliens ont pris conscience. Et également, ils ont opté pour la paix, pour la stabilité, mais aussi pour la démocratie. Tout à fait. Et quand on observe aujourd'hui à travers les médias ou les réseaux sociaux, on voit les réactions sont tous pareilles. Donc, les Maliens, ils sont, c'est-à-dire convergents sur cette décision-là. Et ils font totalement confiance aux autorités de la transition. Tout à fait. Et nous avons remarqué aussi quelque chose de très spécial. Pourquoi? Parce que quand on voit les transitions dans d'autres pays voisins, tels qu'en Guinée ou bien au Tchad ou quelque part au Burkina, il n'y a pas eu des opposants qui se sont exprimés à travers les médias, surtout la télévision nationale. Et donc ça, c'est un grand pas pour la République de Mali. Donc le Mali, actuellement, est en train de s'aimer les grains pour un pays libre, indépendant et surtout souverain. Et surtout souverain. Cette question de souveraineté, j'ai vu votre réaction, Samir Haïdi, quand Ayouba Idi Ali a parlé de la souveraineté. Vous m'avez l'air charmé par ce discours de souveraineté. Tout à fait. Vous êtes tout à fait d'accord avec mais totalement. Et la souveraineté est l'essence même, si je puis dire, l'essence même qui permet de mener des réformes structurelles et de pouvoir accorder à son propre peuple la prospérité économique, le développement, etc. Parce que sans souveraineté, nous n'avons ni développement, ni prospérité, et encore moins d'honneur, si je puis dire. J'ai envie de rebondir aussi sur un autre aspect abordé par Ayouba qui m'a interpellé. Et qui n'est autre que les résultats sécuritaires, parce que c'est important. Aujourd'hui, il faut le rappeler, en quelques mois, la République du Mali a atteint des résultats que les opérations comme Barkhane, etc., n'ont jamais réussi à atteindre en plus de
de 7 ans, si je puis dire, depuis 2013. Et qu'il s'agisse aussi de la MINUSMA, qui est cette mission intégrée des Nations Unies, on se pose des questions. On aura le temps de parler de la MINUSMA. Maintenant, ce qui nous intéresse maintenant, c'est ce processus électoral qui a été enclenché au Mali. Et pour parler justement de ce processus électoral, nous avons avec nous en direct, à partir de Bamako, Ibrahim Soumaré, fils du fondateur de l'armée malienne Abdoulaye Soumaré, et ex-conseiller de plusieurs présidents maliens, entre autres Ibrahim Boubacar Keïta et Amadou Toumani Touré. Monsieur Ibrahim Soumaré, vous êtes avec nous. Bonjour à vous. Merci d'avoir accepté notre invitation. Bonjour. Bonjour Ibrahim Soumaré. Alors on est en train de parler de ce processus électoral enclenché au Mali. C'est quelque chose de grandiose ce qui se passe au Mali, Ibrahim Soumaré, non? Effectivement, c'est quelque chose qui était promis. C'est un engagement des autorités maliennes qui avait dit à la communauté internationale et également au peuple malien souverain qu'il fallait conduire à bon port le processus de transition actuellement, et que cela va aboutir à d'abord l'organisation du référendum qui a eu lieu, qui s'est bien passé, et également les prochaines échéances électorales, aussi bien les législatives qui vont se tenir entre octobre et novembre, et ensuite la présidentielle pour février. Avant tout ça, il y aura des élections, bien entendu, cantonales, communales. Alors j'aimerais qu'on parle de ce référendum c'est ce dernier scrutin qui a été organisé au Mali le 18 juin pour la nouvelle constitution. Le Mali possède à présent une nouvelle constitution. Donc ce n'est pas une preuve comme quoi le Mali est apte à organiser ses présidentielles? Oui, vous savez, il aurait fallu d'abord, comme c'était un engagement des autorités de la transition, oui, d'élaborer une nouvelle constitution qui pourrait nous transposer vers une 4e république, parce qu'on a eu plusieurs constitutions, dont la dernière est de 92. Et après, le deadline, c'était véritablement la préparation d'un retour à l'ordre constitutionnel normal. Alors, pour ça, il faut d'abord la Constitution, il faut ensuite l'organisation des élections libres et transparentes afin d'aboutir à la fin du régime transitoire, en tenant compte, bien entendu, des contingences qui peuvent apparaître par-ci, par-là, selon les périodes parce que nous sommes dans une situation sécuritaire aussi. Il ne faut jamais l'oublier. Mais oui, l'engagement de ces autorités-là, c'est véritablement de conduire à bon port la fin de la transition. Et la preuve, c'est ce référendum. Et la preuve, c'est le calendrier électoral qui a été établi et qui a été d'ailleurs validé un peu par la CEDEAO lors de leur dernière Exactement, tout à fait, oui. Sommet des chefs d'État. Ils l'ont bien validé, ils l'ont bien constaté que le processus est enclenché au Mali et que les autorités tiennent parole. Bon, ils ne peuvent que tenir parole parce que c'est leur engagement. Donc vous êtes optimiste concernant le devenir de la politique malienne? Ah, tout à fait optimiste. Je suis tout à fait optimiste parce que il suffit juste d'examiner les faits. Mais il faudrait aussi comprendre qu'il y a les aspirations populaires, les aspirations du peuple qui sont là et vous ne pouvez pas construire un pays sans aller dans le sens des aspirations populaires. Et actuellement, force est de constater avec rigueur que tout ce qui a été programmé par ces dirigeants de la transition, qu'on le conteste ou qu'on le conteste pas, en tous les cas, c'est des données, c'est une réalité qui est là et qu'on peut constater. Et le calendrier électoral a été publié, le Premier ministre s'est adressé à la nation pour bien expliquer les différentes étapes, donc le chronogramme électoral, donc il n'y a rien à faire. Alors, on ne peut être optimiste. Oui, Ibrahim Soumaré, oui. On était en train de parler aussi de ce signal renvoyé par le Mali. Ce signal, mes invités ont évoqué la souveraineté. Le Mali retrouve sa souveraineté, son indépendance. Il envoie d'ailleurs un signal aux autres pays africains. N'est-ce pas là un début d'éveil pour ces pays-là? Un début provoqué par le Mali, enclenché par le Mali?
Oui, et d'ailleurs, non seulement c'est un début provoqué par le Mali, et qui correspond d'ailleurs à l'inspiration de la cartographie de la population de la sous-région, de l'Afrique en général. Plus de 60% de ces Maliens sont des jeunes, et qui aspirent à la modernité, qui aspirent à l'indépendance, qui aspirent à la souveraineté, qui ont des aspirations concrètes à exprimer et à réaliser. Et je crois que sans trop de triomphalisme, je peux dire en tant que Malien, fier de mon histoire, qu'il y a un signal formidable qui est adressé aux autres pays, aux autres jeunes et aux autres dirigeants de ce pays-là, de cette partie de l'Afrique, de toute l'Afrique, pour une aspiration à l'indépendance, à la souveraineté, bref, au panafricanisme actif. Eh oui, le panafricanisme actif. Merci à vous, Ibrahim Soumaré. Je rappelle, nos chers auditeurs, que vous êtes politique malien et ex-conseiller de plusieurs présidents maliens aussi. Merci d'avoir intervenu dans cette émission. Merci, Ibrahim Soumaré. Merci beaucoup et à plus tard. Merci. Merci. Donc, Ayouba Diali, pour peut-être rebondir sur les propos de Ibrahim Soumaré. Effectivement, Ibrahim Soumaré a tout dit. Il suffit juste aujourd'hui, avec le peu d'expérience que j'ai pu acquérir, parce qu'il faut parler aussi de l'expérience que j'ai acquis dans la commission électorale de la diaspora nigérienne. La communauté résidente à l'étranger, Voilà, avec la CENI. Je dirais que, comme il l'a dit, une élection, ça se prépare et il y a un calendrier qui se met en place. Il y a des représentations qui sont mises en place, d'ailleurs, qui est composée des différents partis politiques, de la société civile, d'un rapporteur et puis de toutes les forces vives. En fait, une commission électorale est un consensus qui regroupe l'ensemble des forces vives de la nation afin que chacun puisse se retrouver et que les résultats puissent être crédibles. Au-delà aussi de la commission électorale, il faut aussi parler du système d'enrôlement. Parce que je causais avec un certain nombre de camarades maliens. Aujourd'hui, les cartes électorales sont modernisées. Les gens passent vers la biométrique. La numérisation aussi. Voilà. Donc, l'enrôlement, il faut enrôler pour que le calendrier soit en place. Il faut déjà enrôler tous les électeurs, les potentiels électeurs pour qu'ils puissent voter, afin qu'ils puissent voter une seule fois, conformément aux réglementations de la commission électorale. Donc, aujourd'hui, le Mali s'est lancé dans cette perspective et je pense que tout a été mis en place comme Soumani Senghare l'avait dit. Ibrahim Soumaré, oui. Ibrahim Soumaré Senghare. Et puis voilà, aujourd'hui, en tant que jeune africain, on doit parler dans le cadre africain, le Mali est une source d'inspiration pour tous ces jeunes parce que le Mali répond à la demande de la jeunesse africaine en fait. Et Moustapha? Bien sûr, je suis tout à fait d'accord justement parce qu'aujourd'hui, quand on voit la réussite du référendum, on peut dire que oui, le Mali est capable pour moi 10 fois. Pourquoi? Parce que les élections sont la suite logique de ces référendums. Parce que toujours, il faut d'abord mettre des bases solides. Et la base, c'est d'abord les référendums. Si on a aujourd'hui, c'est-à-dire obtenu un résultat qui est au-delà des 90%, c'est que l'élection 90%, c'est les Maliens qui ont voté oui. Exactement. Mais le taux de participation était de 39%. Voilà, 39% qui est déjà quelque chose de énorme aussi, il faut le dire aussi. Oui. Justement, oui. Il faut être logique. Parce que moi, la question, est-ce que le Mali pourrait réussir les élections présidentielles, c'est pas le moment. C'est pas le moment. Pour moi, s'il y a quelque chose qui est coûteux, c'est la guerre. C'est la guerre que le Mali a engagée contre la lutte antiterroriste. L'élection, c'est quoi? L'élection, c'est quelque chose qu'on peut, c'est-à-dire, réaliser, c'est un projet. Oui. Donc, pour moi, ça, c'est pas la meilleure question. Donc, selon vous, le défi à relever maintenant pour les autorités maliennes, c'est de poursuivre cette lutte antiterroriste qui marque déjà des résultats significatifs, n'est-ce pas? Moi, les défis, d'abord, c'est les défis sécuritaires, bien sûr. Parce qu'aujourd'hui, s'il n'y a pas de sécurité, nous ne serons pas là, dans ces studios, en train de discuter. Ça, c'est la première des choses. Et je crois que le Mali a compris, et beaucoup d'autres pays africains ont pris en compte, justement. La sécurité, c'est la base. Et ce qui est impressionnant en plus, c'est que les pays africains ont compris, on ne peut pas confier notre sécurité à des armées ou milices étrangères, surtout venant de l'Occident, en fait.
Parce que voilà, aujourd'hui, quand on voit en réalité, c'est qu'ils ne sont pas là pour le maintien de la paix, ni pour apporter de la stabilité. Parce qu'aujourd'hui, quand on voit en termes de résultats, quels sont les résultats? Il n'y a pas. Et donc, nous ne pouvons compter que sur nos armées, justement. Et aujourd'hui, les FAMA sont bien entraînés et mieux équipés par rapport aux années précédentes. Et donc, je crois qu'ils sont en mesure de faire face à n'importe quel type de menace. Alors, je reviens vers vous, Samir Haïdi, pour avoir un petit commentaire de votre part sur les propos de Ibrahim Soumaré. Selon vous, Ibrahim Soumaré a parlé des efforts déployés par les autorités de transition au Mali. C'est vrai qu'on n'y passe souvent les efforts déployés par ces autorités dans la presse occidentale. Pourquoi? Très intéressant. L'Occident, si je puis dire, est en train, notamment via ses appareils médiatiques, il faut le rappeler, il faut le dire clairement aujourd'hui, est en train de déployer des campagnes mais incroyables, c'est-à-dire de critiques acerbes contre les autorités maliennes, d'ingérence, etc. Et somme toute, ceci est un signe que les choses vont dans la bonne direction. Parce que, ce qui a été depuis toujours, justement. Sauf qu'on a compris peut-être avec un grand retard. Tout à fait. Et là, ce qui est intéressant, c'est qu'il n'y a pas une semaine, il faut le rappeler aussi à nos auditeurs, que des manifestations de soutien à la transition au Mali sont organisées. Assimi Goïta est un responsable qui est salué par l'écrasante majorité. Et ça, la presse occidentale ne voit pas ça. La presse occidentale choisit bien ce qu'elle veut voir. Ça, on a un petit peu l'habitude, si je puis dire. Mais ce qui est intéressant aujourd'hui, c'est de dire que les consciences en Afrique sont en train de s'éveiller. On observe de nombreuses manifestations aussi dans le reste du continent, dernièrement au Sénégal, où les gens ont pris conscience que la souveraineté est une chose intéressante, est une chose importante, et que sans souveraineté, on ne peut absolument rien faire. Autre élément, ce qui est intéressant, c'est que c'est que les Maliens sont déterminés aujourd'hui et n'écoutent plus aussi ces cris d'Orphée, si je puis dire, qui viennent de l'autre côté aussi de la Méditerranée. Et ce qui est intéressant aujourd'hui, c'est que les réseaux sociaux aussi jouent un rôle grandissant, et les gens, les habitants notamment de plusieurs pays africains, ont marre de ce paternalisme occidental et d'être traités comme des mineurs à vie. Et ça, c'est ce qui ressort aussi des différents échanges que l'on peut observer notamment sur certains réseaux sociaux et autres, si je puis dire. Êtes-vous d'accord avec les propos de Samir Haïdi? Mariam Makeba avait dit la communication est une arme de destruction massive. Tout à fait. Le Mali l'avait compris, l'Afrique toute entière l'avait compris. Aujourd'hui, ici, je regarde la plaque de Africa FM, où les Africains ont décidé, la voix africaine, faite par des Africains pour des Africains, dignes fils africains, de se réapproprier leur information et de s'informer. Et si nous voyons la politique du Mali et aussi du Burkina Faso, qui ont interdit aux médias français, aux médias français, moi je veux le dire clairement, aux médias français, de ne plus passer l'information. Pourquoi? Parce qu'elle passe l'information dans le sens de la politique occidentale, et elle s'en fiche que cela détruit l'avenir de tout un peuple. Aujourd'hui, quand les droits de l'homme sont instrumentalisés dans des pays où aujourd'hui le Burkina Faso... À géométrie variable, Ayouba, il faut le dire. On observe que selon que l'on soit au Mali ou en Palestine ou au Sahara occidental occupé, malheureusement, nous n'avons pas le même traitement médiatique. Effectivement. Et d'ailleurs, il y a une célèbre phrase de Malcolm X qui avait dit à son époque, paix à son âme, que méfiez-vous des médias parce qu'ils risquent un jour de faire passer l'opprimé pour l'oppresseur. Et on y est pleinement quand on observe certains traitements de la presse dite occidentale. Effectivement, donc l'expert nous parle dans le cadre de la manipulation des médias. Les médias arrivent à manipuler, à rendre pour vrai ce qu'il faut, à passer pour victime. Voilà, c'est lui qui est oppresseur. Donc il faut comprendre cela. J'aimerais aussi rebondir à ce que le collègue Moustapha a dit. En fait, c'est vrai qu'aujourd'hui le Mali souffre d'insécurité, mais l'objectif de toute une transition, si on l'appelle transition, c'est parce qu'elle doit juste être une transition pour restaurer la démocratie.
démocratie. Et la démocratie doit être instaurée par les suffrages universels, comme l'a fait le Mali. Ils n'ont pas imposé une constitution, ils l'ont fait voter. Voilà, parce que la voix du peuple doit toujours primer et toute gouvernance, tout système de gouvernance doit gagner sa légitimité à base des suffrages universels. C'est pour ça qu'aujourd'hui, on dit aux transitions, vous avez 2 ans, 1 an. Pourquoi? Pour amener des gouvernements que eux peuvent mener la politique. Et aujourd'hui, le Mali a fait un nettoyage. Il a nettoyé. Aujourd'hui, tout président qui va venir, il va trouver tous les pleins pouvoirs, comme le stipule d'ailleurs la Constitution. Le Mali sera un pays laïque dans le sens où il y aura la communion entre toutes les religions, la communion entre toutes beaucoup les de choses dans cette Constitution. Voilà, donc on ne peut pas tout dire, bien sûr. Oui. Voilà. Non, mais beaucoup de choses. Au moins, c'est une Constitution votée par des Maliens. J'aimerais, oui, Samir Aidi, pour peut-être un petit point, parce que j'ai envie d'attirer Monsieur Belaouchet, mais aussi Moustapha Yayouba, votre attention sur un point fondamental, c'est que l'Occident aussi donne des leçons de démocratie quand ça l'arrange et critique finalement les processus démocratiques quand ça ne l'arrange pas. Donc c'est aussi un point qu'il faut souligner et mettre en évidence. Exactement. Vous parlez de médias justement quand on voit en Afrique, l'Afrique est souvent couvert par des médias occidentaux, disons c'est des médias en réalité des médias de propagande et aussi surtout qui relatent de faits qui n'existent pas, c'est des mensonges, c'est des purs mensonges. Aujourd'hui, heureusement, nous avons compris et nous avons quelques médias comme Ifriqiya FM, des médias panafricains et créés par les Africains et pour les Africains, et donc on donne des informations crédibles et surtout des choses qui reflètent les réalités. En réalité, les gens sont contre l'Afrique en fait. Ils ne font pas de la couverture médiatique, mais ils font des narrations de scènes irréalistes, des choses qui n'existent pas, c'est des utopies. Et donc moi je crois qu'aujourd'hui, le Mali a compris, le Mali et le peuple malien ont placé leur confiance à un homme d'État, un homme de terrain. Les colonels Assimi Goïta, c'est pas n'importe qui. Il faut les respecter. Et aujourd'hui, s'il y a quelqu'un qui peut comprendre mieux les enjeux sécuritaires, c'est lui. Parce que c'est un homme de terrain. Il a vécu les choses. Il a vu comment on massacrait les gens. Vous voyez, dans certaines régions du Mali. Et c'est vraiment, ça fait mal. Et c'est un homme humaniste et c'est un nationaliste. Et aujourd'hui, il a pris par responsabilité, c'est-à-dire de conduire cette transition en fait. Et donc, les peuples maliens doivent lui faire confiance jusqu'au bout. Et maintenant, sur la question de la démocratie existe, mais la démocratie occidentale n'est pas la démocratie africaine. Et pire encore, il faut garder le contexte des Mali. La démocratie selon les Maliens, selon les aspirations du peuple malien en fait. Et justement, on est en train de parler du Mali. Nous avons avec nous en direct à partir de Bamako notre correspondante permanente Angèle Dambélé. Bonjour Angèle, vous allez nous parler de la situation au Mali. Bonjour Abdelmalek, bonjour à toutes et à tous.
Ce qu'il faut retenir de cet état du Mali qui fait d'ailleurs la fierté de tout le continent africain de nos jours, puisqu'il s'engage à prendre son destin en main et cela en assurant son autodéfense pour la sécurisation de l'ensemble de son territoire. Si nous faisons un recul par rapport aux résultats du référendum, il s'agit proclamé le 23 juin 2023. Tout porte à croire que le Mali fait déjà un grand pas vers la 4e République tant souhaitée par sa population. Également le 1er juillet 2023, il y a eu un remaniement au sein du gouvernement, chose qui n'était pas auparavant faite, et ce sont en somme 16 nouveaux ministres qui font leur entrée au sein de ce gouvernement malien. Et puis aussi une chose continue aujourd'hui à mettre les populations du Mali dans un émoi, c'est les informations sur ces adresses email de l'armée américaine qui n'étaient pas du tout destinées au Mali et qui étaient adressées au Pentagone d'après certaines sources d'infos recueillies sur l'internet est parvenu vers le domaine internet du Mali. Est-ce qu'il s'agissait de notre internet ou l'internet du Mali? Donc les prochains jours nous les ferons savoir, puisque il s'agit de notre gouvernement. Le gouvernement du Mali a décidé de reprendre le contrôle du site afin de dévoiler la chose qui pourrait se trouver derrière cette information. Et encore, c'est mercredi, les hommes de droit se sont réunis au niveau de la cour d'appel de Bamako afin d'élire le tout nouveau président qui va prendre le contrôle de cette cour en mai. Et puis, si nous revenons un peu en arrière, la semaine passée, au Centre international de conférence de Bamako CICB, le chef du gouvernement et ses membres étaient réunis afin de faire le bilan des réalisations faites au sein du gouvernement et en même temps pallier aux défis qui peut freiner l'avancement de ces pays. Alors Angèle Dombele, restez en ligne. Alors la 4e République est quand même le mot fort des propos d'Angèle, hein. C'est-à-dire que nous sommes en train d'assister tous ensemble à la naissance d'une nouvelle République qui porte l'espérance de ce peuple malien, mais aussi des peuples d'Afrique qui ont décidé à présent de prendre leurs responsabilités en main et de se diriger vers une nouvelle ère, celle du respect de nos souverainetés et du respect intransigeant de nos souverainetés. Oui, alors Angèle Dombele, autre question. On est en train de parler des élections présidentielles. Alors, des élections présidentielles se préparent. Parlez-nous de la préparation de ces présidentielles, Angèle Dombele. Justement, les élections présidentielles au Mali qui sont prévues pour le 4 février 2024. Déjà, le chronogramme a été établi et mis à la disposition des populations depuis le 5 juillet 2023. Ce chronogramme contient déjà tous les événements qui doivent précéder ces élections. D'abord, il y aura la convocation du cortège électoral qui sera suivi par l'ouverture de la campagne électorale. Après, nous aurons la fermeture de la campagne électorale. Les candidats vont soumettre leur candidature et puis nous ferons un premier tour. Juste après ces premiers tours, si il y en aura un second tour, on le fera aussi pour élire le président justement à la date prévue qui est le 4 février 2024. Bientôt, nous serons dans ces processus électoraux. Différentes activités auront lieu au Mali, telles que la campagne électorale qui est un moment aussi fort des élections présidentielles, puisque les candidats à faire des sensibilisations des populations sur leurs différentes missions. Ils vont essayer de faire une grande approche afin d'avoir des électeurs qui sauront les défendre le jour de la tenue des élections.
Merci à vous, Angèle Dombélé. Je rappelle que vous êtes notre correspondante permanente à Bamako. Je reviens vers vous, Ayouba. Un petit commentaire sur les propos, les dires de Angèle Dombélé concernant les présidentielles. Effectivement, nous avons assisté vraiment à la mise en lumière du processus électoral par la correspondante à Angèle. Donc, il y a aussi l'éducation civique. Chaque fois qu'il y a des élections, surtout dans le contexte du Mali, je suis sûr et certain que les populations seront sensibilisées sur comment effectuer leur droit de vote. Et aussi, vu le contexte sécuritaire, je sais aussi que tous les moyens sécuritaires seront mis en place pour permettre le déroulement des élections dans la quiétude et la tranquillité. Je pense qu'elle a tout dit, elle a tout détaillé par rapport à ce processus électoral qui est en cours. Et en tant qu'Africains, nous souhaitons le meilleur pour le Mali. Alors, il n'y a pas que les élections présidentielles au Mali. Il y a aussi cette lutte antiterroriste. On le disait, une lutte antiterroriste qui marque des résultats significatifs. Il y a aussi ce départ de la MINUSMA, tant attendu par Bamako. La MINUSMA qui est présente sur le sol malien depuis 10 ans. Les observateurs qualifient cette mission d'échec total. Qu'en est-il réellement, Samir Haïdi? Vous avez suivi le dossier de la MINUSMA de près. Tout à fait. Donc la mission multidimensionnelle intégrée des Nations Unies pour la stabilisation du Mali, qui était composée de 11 700 hommes, soldats, et 1600 policiers, dont la présence sur le sol malien depuis 2013, tout à fait, s'est soldée par un échec total, dans la mesure où les morts qui n'ont cessé de grandir. Et la menace terroriste terroriste n'a fait que grandir. Donc au final, voilà, c'est un 0 sur 20, si je puis dire. Mais ce qui me choque en plus de tout cela, c'est que cette mission-là s'est permise, d'après ce qu'on peut voir et ce qu'on peut de critiquer observer, la décision, mais pire que cela, de s'ingérer dans les affaires intérieures du Mali. D'ailleurs, il faut rappeler qu'en juillet 2022, le porte-parole de la MINUSMA a été expulsé et accusé de propager des fake news. Il faut le rappeler. Quelques mois plus tard, c'est-à-dire en février 2023, c'est au tour du directeur de la division des droits de l'homme d'être expulsé par les autorités maliennes, et ce pour subversion. C'est-à-dire qu'à un moment donné, la mission des Nations Unies a outrepassé, je pense, ses prérogatives, et là, effectivement, voilà, les autorités maliennes... Vous comprenez la décision de Bamako à 100%, tout à fait. Oui. Mais c'est même une suite logique, c'est-à-dire qu'à un moment donné, Bamako a laissé plusieurs chances, a rappelé à l'ordre la MINUSMA. Malheureusement, le téléphone sonnait occupé, si je puis dire. Donc, à un moment donné, voilà, les autorités maliennes ont pris leurs responsabilités et ont sommé, bien entendu, la mission des Nations Unies de quitter le territoire malien. Voilà. Et d'ailleurs, il y a un programme de sortie, c'est-à-dire que le 30 juin dernier, le Conseil de sécurité des Nations Unies a voté donc ce retrait de la MINUSMA, retrait qui rentre en vigueur dès le 1er juillet, mais qui va s'étaler sur 6 mois. Progressivement jusqu'au 31 décembre prochain, voilà. Au début, c'était d'abord juste... Au début, il voulait même rester plus, dire que voilà, aucun retrait n'est possible dans un laps de temps inférieur à 1 an. Mais là, apparemment, on a bien vu que c'était bien possible. Mais quand on veut, on peut. Voilà. Mais ce qui est insupportable, encore une fois, c'est cette volonté de politiser les droits de l'homme. Et on aurait bien voulu voir les Nations Unies autant engagées dans la question du Sahara occidental, occupé, où, permettez-moi de vous le rappeler, et de rappeler ceci à nos auditeurs, les droits de l'homme sont quotidiennement violés par le régime dictatorial marocain, et ça, il faut le dire aujourd'hui. C'est-à-dire qu'à un moment donné, on ne comprend pas, on ne sait plus sur quel pied danser. Quand il s'agit de voir à peu près l'attitude des Nations Unies qu'on aurait tous souhaité plus... C'est 2 poids, 2 mesures. Voilà, et qu'on aurait plus souhaité être impartial. Oui, Mustapha. Justement, la question des retraits de la mission de MINUSMA peut s'expliquer par des éléments fondamentaux. D'abord, le premier élément, il faut rappeler que la mission, son mandat tend à l'expiration.
Et donc, il faut renouveler. Et avant de renouveler, il faut faire d'abord ce qu'on appelle l'état des lieux. Est-ce qu'il y a eu des résultats? Donc, le bilan est négatif, en fait. En 10 ans, depuis 2013 jusqu'à aujourd'hui, quels sont les résultats? Progrès. Oui. Certes, on dit que c'est une mission multidimensionnelle, ça touche l'humanitaire, les volets sécuritaires, mais aussi aide à l'économie, et ainsi de suite. Et la situation humanitaire est toujours critique justement, dans ce pays. Surtout sur le plan, c'est-à-dire sécuritaire. Oui. On n'a jamais vu des morts, surtout des civils, des citoyens, tu vois, innocents. Vous voyez? Mais ça fait mal. Et donc, à certains moments, le gouvernement malien peut s'autoriser à se questionner justement sur qu'est-ce qui se fait, justement. Mais il y a eu un élément puisque la mission de MINUSMA peut s'exercer sous ces principes de base, qui est la volonté de l'État où elle va intervenir. Exactement. Oui. Alors, si le Mali dit non, c'est que c'est non. Donc c'est un des principes. Et le deuxième élément, c'est quoi? C'est que aujourd'hui, quand on voit en réalité, l'Occident est habitué à donner des leçons, surtout sur la question des droits de l'homme. Et moi, si vous voyez aujourd'hui, les Africains sont plus humanistes que le reste du monde. Regardez tout simplement ce qui se passe quand on touche les manifestations les phénomènes de la migration, justement. Les gens qui laissent, c'est-à-dire les gens mourir dans la mer, et vous dites que vous êtes humaniste, vous n'êtes pas humaniste. Oui, donc, il l'avait dit. On ne peut pas donner des leçons dans ces sens, en fait. Tout à fait. Et Samir Haïdi, pour rebondir peut-être sur les propos de Moustapha, c'est que à un moment donné, il faut parler franchement. Il y a eu une dérive qui est inacceptable, hein, et qui est ce qui s'est passé en mai dernier, c'est-à-dire en mai 2023, où la MINUSMA a accusé à tort les autorités maliennes des assassinats qui se sont passés dans la ville de Moura. Oui. Et pire que cela, c'est-à-dire qu'ils ont usé illégalement de captures satellitaires. Donc là, on est quasiment dans de l'espionnage, là. C'est pourquoi. Et là, c'est une dérive. Ça, c'est la deuxième raison justement, de cette demande de retrait sans délai. Puisque, selon les autorités maliennes, ils reprochaient à l'ONU, normalement, les missions des Nations Unies, et ils travaillent pour certaines puissances coloniales, justement. Mais c'est ça, là, on marche sur la tête, on voit. Et donc, ils ont des agendas cachés, en fait. On les a reprochés de contrôler l'espace aérien. Et aussi commettre des exactions dont il vient de relater. Donc, du coup, il y a quand même une part de vérité, qui a poussé les autorités maliennes de prendre une telle décision, justement. Il l'avait dit, la domination militaire en Afrique a toujours été un moyen pour les nations étrangères de s'approprier les richesses du continent sans tenir compte des droits des populations locales. C'est Thomas Sankara, ce père emblématique de la révolution. Thomas Sankara, voilà. Donc, il faut revenir dans le passé parce que le passé nous permet de comprendre le présent. Pourquoi la transition malienne? Pourquoi il y a eu une transition au Mali? C'est d'abord l'échec des politiques, où Ibrahim Boubacar Keïta, paix à son âme, a été controversé par toute la population malienne. Président malien, oui. Où toute la population, dans son unanimité, est sortie à la place malienne pour dire non. Nous ne sommes plus d'accord que des villages entiers soient brûlés, que des enfants, des femmes soient orphelins, qu'il n'y ait plus d'école, il n'y ait plus d'éducation, il n'y ait plus de services publics au Mali. Et c'est là que les populations ont sollicité la transition, qui est venue tout légitimement et qui a eu l'appui à l'unanimité encore du peuple malien. Donc aujourd'hui, la transition est venue pour répondre aux besoins d'un peuple meurtri, assassiné, trahi par des gens qui sont censés venir les aider. Les forces étrangères, qu'est-ce que Thomas Sankara a dit? Vous pensez que vous pensez qu'au Mali, il n'y a pas des hommes? Vous pensez qu'il n'y a pas de grands guerriers? Les descendants de Sundiata Keita, des grands empires. Au Mali, il y a des ressources humaines, il y a des hommes. Est-ce qu'on a besoin que des Européens, que des Occidentaux soient sur notre terre? Sont-ils prêts à mourir pour nous? Non. Nul ne peut mourir pour la patrie d'ailleurs. Non, ils sont venus pour leurs propres intérêts. Nous l'avons toujours dit, la France n'a pas d'amis.
parce que nous parlons là des puissances coloniales. La France n'a pas d'amis, elle n'a que des intérêts. Elle instrumentalise les forces internationales pour mettre pression sur le Mali. Non seulement les forces internationales, même les organisations locales ont été instrumentalisées. Ou quand le Mali a été mis sous embargo pendant des mois et des mois, où les gouvernants ne sont pas les seules victimes, mais les pauvres populations qui sont encore meurtries par la sécurité. Étouffées aussi par un embargo. Mais voilà, les sanctions monétaires, tout. Aujourd'hui, le peuple malien est conscient. Elle a acquis cette conscience aussi dans la souffrance. Quand nous voyons aussi le Burkina Faso où la transition a chassé les médias français, a chassé l'armée française et a instauré le système des VDP. Où des populations, de ça, c'est un éveil, c'est le signal lancé. Voilà, où des populations s'élèvent aujourd'hui pour défendre leur patrie, mourir pour leur patrie. Parce que nul ne viendra sauver l'Afrique à la place des Africains. Ça, les Africains l'ont compris. Et bien sûr, Ayouba. Moustapha. Nul ne pourra aimer les Mali plus que les Maliens eux-mêmes. Et donc ça, c'est clair. On n'est jamais mieux servi que par soi-même, si je puis dire. Exactement. Et autre point, parce que je sais qu'on est écouté à Bamako. Oui, bien sûr. Beaucoup d'auditeurs à Bamako qu'on salue déjà. Tout à fait. Et je mets à profit aussi cette opportunité pour leur dire que nous sommes fiers de vous et de ce que vous êtes en train d'accomplir. Vous êtes en train de marquer aussi une nouvelle page du continent africain. Et voilà, nous sommes tous derrière vous. Et continuez parce que vous êtes aussi cette espérance et ce nouveau printemps. Exactement. Ils sont Moustapha, oui. un bon exemple justement aujourd'hui. On espère les autres pays, surtout des colonies françaises, parce que quand vous voyez où il y a la merde, c'est dans les colonies françaises. Non. Donc j'espère aussi qu'ils vont prendre conscience et surtout emboîter, c'est-à-dire les pas du Mali. Le Mali aujourd'hui est en train de se construire. Parlant du Niger, il y a eu un moment donné où le Niger a été mis sous zone rouge, où on dit que, afin de faire peur aux touristes qui viennent en Afrique, ils les ont dit qu'il y a l'insécurité. Mais nous, en tant qu'Africains, en tant que Nigériens, en tant que Maliens, en tant qu'Africains tout court, on se pose la question, d'où viennent ces terroristes? Les terroristes au Mali, les terroristes au Niger, les terroristes au Burkina, qui sont-ils? Qui les finance? Où trouvent-ils des armes? Comment un groupe peut défaire des États? Donc nous aujourd'hui, on va parler que ces terroristes ont des sponsors étrangers. On ne peut pas le nier. Aujourd'hui, ils sont protégés. Donc selon vous, ils seraient financés par... L'expert nous a parlé de Moura. Au moment où le peuple malien est meurtri, pourquoi on n'a pas parlé des droits de l'homme? Au moment où des villages entiers ont été brûlés. Pourquoi? Mais aujourd'hui, quand des terroristes ont été brûlés, ont été tués, on les ressort, ça c'est la bonne, on les ressort le droit de l'homme. Mon frère, c'est l'instrumentalisation. Mais heureusement, le peuple malien n'est plus ce peuple inconscient. C'est un peuple conscient qui comprend les enjeux, les défis et les déficits. Aujourd'hui, le peuple malien ne sont plus manipulables. Comme auparavant, où il suffit juste de voir quelques hommes politiques, quelques sociétés civiles, comme on l'a fait en Libye. La Libye était un pays opulent. Tout ce débandade dans le Sahel, ça vient d'où? Ça vient de l'assassinat injuste du colonel Muammar Kadhafi, qui voulait juste travailler pour son pays et pour l'Afrique. Vous avez parlé du Sahara occidental, vous parlez vous parlez du Palestine. Mais c'est là-bas qu'il faut parler des droits de l'homme. Effectivement, mais en Afrique, Ayouba, sans te couper la parole, aujourd'hui, quand on parle du terrorisme, de cette force obscure-là, invisible, c'est le résultat de la destruction de la Libye. Et qui a détruit la Libye? C'est pas l'OTAN, c'est pas l'Occident, mais c'est eux, bien sûr. Et alors, la solution aussi peut venir d'eux. Historiquement, comme ils sont responsables. Historiquement, on voit bien que le terrorisme est déjà l'instrument de l'impérialisme. C'est plus un secret de polichinelle. Et en plus, on peut observer qu'ils sont comme par magie. Ils sont toujours là où il y a des ressources naturelles, où il y a des États qui ne veulent pas se soumettre, qui ne veulent pas lâcher de leur souveraineté, comme par magie. Dernier pays en date, c'est le Soudan. Effectivement, ça c'est une vieille stratégie, justement. Quand on remarque que dans une zone, il y a assez de ressources, on crée une situation d'insécurité pour éloigner, c'est-à-dire les populations locales, afin de mettre la main. Donc c'est une vieille stratégie. En parlant de lutte antiterroriste, Samir Khedi, vous êtes algérien. L'Algérie qui est leader
dans la lutte antiterroriste, a déjà eu cette expérience. Est-ce que l'Algérie peut aider le Mali dans sa lutte antiterroriste ? Bien entendu, l'Algérie a lutté seule, faut-il le rappeler, contre ce fléau, qui est un fléau planétaire. Oui, dans les années 90. Tout à fait, qui est le fléau du terrorisme. Et l'Algérie n'a cessé de rappeler à l'ensemble des pays du continent sa disposition à faire partager son expérience dans la lutte antiterroriste, qui est aussi un impératif dans la mesure où sans sécurité, il ne peut y avoir de développement. Et ça, il faut le dire, il faut le rappeler à nos auditeurs. Donc oui, effectivement, Alger est disposé à faire partager son expérience qui est riche dans la lutte antiterroriste. L'Algérie qui a participé aussi dans le développement du Mali, dans ce processus électoral aussi, issu des accords d'Alger. Tout à fait. C'est-à-dire que Alger est chef de file de la médiation internationale en ce qui concerne l'accord de paix et de réconciliation au Mali. Autre point qu'il ne faut pas oublier, c'est que l'Algérie a créé récemment une agence pour le développement en plaçant 1 milliard de dollars. Voilà. Et la stratégie algérienne est claire, c'est-à-dire que le développement ne peut être atteint sans sécurité. Et voilà, l'Algérie est disposée effectivement partager son expérience. Alors, cette émission arrive bientôt à sa fin et j'aimerais accorder un dernier mot à mes chers invités. On commence par vous, Ayouba et Diali. Un mot. Effectivement, aujourd'hui, vous avez aussi parlé de l'amitié, de la solidarité, de l'entraide entre l'Algérie et le Mali. Je me souviens du discours qu'Abdoulaye Mega a tenu à l'ONU. Il a bien eu à remercier l'Algérie. Parce que l'Algérie a toujours été un partenaire clair lorsque le Mali était dans le chaos. Parce qu'il ne faut pas oublier que le Mali était dans un certain moment dans le chaos où les terroristes ont... Le Mali et l'Algérie a organisé des assises entre les Maliens. Oui. Pour les trouver un accord, un consensus de paix. Qui jusqu'à là, sa mise en œuvre est en cours. Et tout le monde était convaincu à l'unanimité que ce consensus ici des accords d'Alger est une solution vers l'unité absolue du Mali, où tous ces forces divisionnistes vont s'entendre et se battre tous ensemble pour leur pays uni et indivisible. Mustapha. Bien, sur le plan sécuritaire, l'Algérie a une expertise inouïe, surtout dans les domaines des luttes contre le terrorisme et aussi dans la formation des élites militaires. Justement, on a vu... Et même avec les polices aussi. Bien voilà. Sûr, justement, sur le plan continental avec... Afripol qui est aussi qui se situe à Alger, et donc l'Algérie peut apporter des contributions surtout sur le plan africain. Et maintenant, ce qu'il faut dire, c'est que le Mali a marqué un grand pas, et donc maintenant le reste c'est juste ces questions du temps. À chaque fois quand on a besoin de quelque chose, donnez-vous le temps et les moyens pour réaliser ce quelque chose. Samira, il dit un mot de la fin. Oui, bien sûr. Pour conclure, j'ai envie de dire que voilà, l'Algérie est aux côtés du Mali parce que le Mali aussi hier était aux côtés de l'Algérie dans sa lutte contre le colonialisme français. On n'oublie pas la figure historique de Modibo Keïta. Donc j'ai envie de conclure en disant vive la fraternité et l'amitié africaine. Vive la fraternité et l'amitié africaine. Le Mali qui retrouve sa souveraineté. Le Mali qui marque aussi une nouvelle page de l'histoire africaine. C'était le sujet de votre émission Carrefour de l'Afrique de ce mois-ci. Chers auditeurs, je vous dis à la prochaine fois, au mois prochain. Donc vous pouvez réécouter cette émission sur nos réseaux sociaux et sur notre site web www.frifm. Donc c'était Abdelmalek Belouchat dans la présentation de cette émission. Au revoir. Mali indivisible, la paix n'a pas de prix. Kɔrɔn fɛ kɔngɔ ni minɔgɔ bɛ denmisɛnw na balimamuso bɛ kɛla jagofɛnw ye jagoya fanga sigilen no dugudenw kan waati la dɔw bɛ kɛlɛla jɔyɔrɔko la dɔw bɛ kɛlɛla jɔyɔrɔko la.
malin beti gajan jamane mali wana sari habe harono kitten kini me mahatam nira bugu meredi mahatam nira baliga kani fade ndugu tesana kuna mena jamana werete yelana mali tahishki babe bambolo de sedene namanja siru maloya de antai aratane Manionu mbele mukilinti ila be hambulo di nyoma farafina ni farajela mali kafara nywanga kayine nywana kaduda kelefe kaboda kelefe ode mali bai yo yer kuria baba baba de madir karakamba ya on est tué contre tout le monde on est la meilleure qu'elle est devant tout le monde Sunjata Keita et anga mali tutre akaburu na kemone bai na nyoro kele mana batu ne ta na sora ka beba shu penate ma ala barika